Bienvenue à tous sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zéro. Nous sommes à Guermantes. Alors Guermantes, site classé des vallées de la Brosse et de la Gondoire, mais on n'est pas ici pour faire du tourisme. C'est ici qu'a eu lieu en 2003 la disparition d'une fillette dont toute la France n'oubliera plus jamais le visage, Estelle Mouzin. Nous avons voulu savoir pourquoi cette enquête n'a jamais débouché. Où a-t-on cherché Estelle? Mais où surtout ne l'a-t-on pas recherchée? Que faut-il faire? Jamais une affaire de disparition d'enfants n'aura été à ce point médiatisée et n'aura connu autant de rebondissements, malheureusement tous soldés par l'échec. Alors Estelle Mouzin, comment et dans quelle direction faut-il relancer l'enquête? On n'a rien trouvé. Pas une chaussette, pas une écharpe, pas un mouchoir. On ne sait rien. Quand il n'y a pas de lien entre l'auteur et la victime, quand il n'y a pas de traces sur les lieux, quand il y a, surtout en enquête sur pas grand-chose, c'est pas évident du tout. Alors c'est vrai qu'il y a eu jusqu'à présent de nombreuses fausses pistes. Et tous les journalistes qui appellent, alors est-ce que c'est elle, est-ce qu'on l'a retrouvée, où on en est? Et chaque fois qu'il y a une piste, ils y croient, ils m'appellent en disant cette fois-ci c'est bon, ils t'ont dit quelque chose, tu ne veux pas le dire mais ils t'ont dit. Mais je dis non, attendez, on reste, on attend. Est-ce que le crime est parfait ou est-ce que c'est nous qui sommes imparfaits? C'est donc dans le Parisien du 17 janvier 2009 que sort le dernier rebondissement spectaculaire dans l'affaire Estelle Mouzin. Une image trouvée sur un site pédophile estonien fait apparaître une jeune fille dont c'est vrai la ressemblance est troublante avec la fillette disparue 6 ans plus tôt. Rit-elle qu'elle permet de penser qu'il s'agit bien d'Estelle? L'affaire est confuse. Qui a appris quoi? Comment une telle information peut être publiée dans le Parisien? Comment le journaliste du Parisien a eu l'info? D'où provient cette photo de cette jeune fille? Et que savent au juste les journalistes à l'origine du scoop? C'est 3 mois avant la publication de l'article que l'info parvient aux journalistes du quotidien. Une fuite sans doute. On apprend que les enquêteurs de la PJ Versailles sont sur la piste d'un site internet. Un site internet estonien, pédophile, parce que un internaute qui a consulté ce site a cru reconnaître sur une image en page de garde de ce site une photo ressemblant à la petite Estelle vieillie. Le site estonien est placé sous surveillance par la police spécialisée. Des commissions rogatoires internationales sont lancées. Le dossier Estelle retrouve soudain une actualité brûlante. Après tout, c'est peut-être elle. La ressemblance, en tout cas, est troublante. La juge prend une décision difficile et courageuse. Elle décide d'informer le père d'Estelle Mouzin et de lui montrer cette photo qu'elle lui présente au mois de novembre. Quand tu regardes la photo, pour toi, c'est elle ou pas? Moi je suis incapable de dire ce que ça peut être, je suis incapable. Peut-être que c'est parce que je ne veux pas le faire inconsciemment, mais je ne sais pas interpréter cette photo. Il faut dire que la photo qu'a vue Éric Mouzin est beaucoup plus choquante que celle présentée au lecteur du Parisien. Le cadre n'est pas le même, tout est dévoilé. La photo montre une jeune fille dénudée, une adolescente d'une quinzaine d'années, mais il était hors de question de diffuser cette image complète. C'est une image assez sordide. Une photo de page de garde d'un site pédopornographique qui est outrageante et outrancière. Même recadrée, l'image reste terrible pour les proches. Elle m'a donné envie de vomir. De voir Estelle et cette jeune femme, cette jeune fille côte à côte, j'avais l'impression que si elles avaient été violées, on les violait une deuxième fois. Ces deux visages n'en sont-ils qu'un? Et qui peut l'établir? La PJ de Versailles et l'OCRVP, en charge de l'affaire, se tournent alors vers un laboratoire de morphing aux États-Unis. Ça les a troublés parce qu'on leur a dit que ça pouvait correspondre. Mais
peut correspondre ne veut pas dire correspondre. En parallèle, l'enquête consiste à établir l'origine de ce site, mis en ligne à partir de l'Estonie mais hébergé aux États-Unis. Le but est de parvenir à remonter jusqu'au fichier informatique de la fameuse photo. Lui seul contient des informations sûres. Les policiers doivent coûte que coûte accéder à cette source. Ils sont partis en Estonie, ils ont fait vérifier la source informatique et là ils se sont aperçus qu'effectivement cette photo avait été réalisée avant la disparition de la petite Estelle. Même si les ressemblances étaient extrêmement troublantes. La piste estonienne n'en était pas une. Heureusement d'ailleurs, car l'enquête est encore en cours lorsque paraît l'info. Le site est toujours actif au moment où l'on publie la photo. Pour certains, la diffusion dans ces conditions de la photo dans le Parisien comportait des risques. Si cette piste avait été sérieuse, le détenteur de la photo aurait pu le détruire, aurait pu la faire disparaître de son ordinateur, aurait pu préparer une explication et la piste se serait naturellement coupée. Peut-être que ça aurait empêché la vérité d'émerger. Pour d'autres, les conséquences auraient pu être pires encore. J'ai eu peur pour cette jeune femme. Soit qu'elle fût Estelle, soit qu'elle ne le fût pas. De toutes les manières, c'était extrêmement dangereux. Pareil, elle est passée à la télé, elle est passée partout. La personne qui a mis ça sur son site le voit. La gamine, elle est là, qu'est-ce qu'il fait ? Le 19 février, le même journal informe ses lecteurs que les enquêteurs ont, comme ils le disent dans leur jargon, refermé la porte de cette piste estonienne. Aucun lien avec Estelle Mouzin, disparue sans laisser de traces en rentrant de l'école le 9 janvier 2003. Comment, 6 ans après la disparition de la fillette, n'a-t-on rien de plus solide à se mettre sous la dent? La difficulté dans cette affaire Estelle, c'est qu'il n'existe aucun indice. Reprenons. Ce 9 janvier 2003, on perd sa trace ici, à la boulangerie de Guermantes. Il est 18h15 et on la voit pour la dernière fois. Qu'ont fait ensuite les enquêteurs pendant les précieuses minutes, les précieuses heures qui suivent cette disparition? Il est 19h30 ce soir-là lorsque la mère d'Estelle, de retour du travail, se décide à alerter le commissariat central de Lagny. Ce n'est que le lendemain, 10 janvier 2003, que le SRPJ de Versailles sera officiellement chargé de l'enquête. On a quoi comme piste à ce moment-là? À ce moment-là, on n'a aucune piste. À ce moment-là, on a une petite fille qui peut rentrer à l'école. Jean-Marc Bloch, directeur du SRPJ de Versailles jusqu'en mars 2003 et donc alors toujours en poste. C'est lui qui va superviser le démarrage de cette difficile enquête. On n'avait rien, mais absolument rien. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, cet enfant. Nous, on ne l'a jamais vu. On ne sait pas qui c'est. On était presque dans le virtuel, quelque part. Cet enfant, on nous dit qu'elle a existé. Effectivement, tous les témoins, tous les parents, bien sûr, l'école. Elle était à l'école ce jour-là, elle est allée de tel endroit à tel endroit, et à un moment, elle s'est quasiment volatilisée. Donc il n'y a pas de piste, il n'y a pas de témoin, il y a personne qui a rien vu, mais les gens sont calfeutrés chez eux, il fait froid, ils rentrent du boulot, c'est une zone pavillonnaire. Les conditions météorologiques sont telles en ce mois de janvier 2003 que les enquêteurs commencent d'abord par rechercher un corps. Après tout, un accident n'est pas à exclure. Les rues étaient enneigées, les étangs, il y a plusieurs étangs dans la région, il y a des mares d'eau, étaient verglacés. Il aurait pu essayer de jouer sur la glace et de tomber dans un petit étang et s'y noyer. Bon, c'est pour ça qu'on a fait venir des plongeurs, les pompiers. Tout en recherchant dans cette voie, on se concentre en parallèle sur le contexte familial. C'est une petite fille, je dirais, qui n'a aucun souci personnel. Elle a un environnement familial, même si ses parents sont divorcés, qui est extrêmement entourant. C'est une bonne élève. Elle savait pertinemment aussi qu'elle devait avoir un Noël avec son papa. Elle venait de passer les fêtes de Noël chez sa maman. Mais il se focalise trop, je dirais, sur ce divorce. Éric Mouzin se sait suspecté. Il subit interrogatoire et tests psychologiques. Le plus je leur aurais dit, vous perdez votre temps, vous occupez de moi, le plus ils auraient dit, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Donc autant collaborer tout de suite, mettre tout à plat. Moi j'ai donné mon carnet, mon agenda électronique, mon carnet d'adresse électronique, tous les numéros de téléphone qu'il y a dedans. J'ai raconté tout ce que j'avais à raconter.
À eux de faire, à eux de vérifier. Ce que je veux, c'est retrouver Estelle. Je n'ai rien à cacher. La thèse de l'enlèvement parental, puis celle de la fugue, désespère les parents. Eux savent bien qu'Estelle n'est pas partie volontairement. Elle n'a aucune raison de le faire. Donc l'idée ne m'est pas venue à l'esprit du tout de suite. Évidemment, de temps en temps, elle va jouer chez une amie pendant une demi-heure ou 1 heure maximum. Mais à chaque fois, elle avertit, elle téléphone, elle passe à la maison, elle laisse son sac. Comment, à 9 ans, l'enfant aurait-elle pu choisir de dormir dehors? En Seine-et-Marne, l'inquiétude grandit d'heure en heure. Estelle commence à faire les gros titres. La fillette, âgée de 9 ans, a disparu jeudi soir en rentrant de l'école. Les enquêteurs privilégient donc de plus en plus la thèse de l'enlèvement. Cette thèse permet qu'enfin un véritable dispositif soit mis en place. Des battues de gendarmes, des militaires qui fouillent les bois aux alentours, les mares. On a de spectaculaires opérations de perquisition dans tout Guermantes. Ça suppose beaucoup de moyens, ça a supposé de réunir en très peu de temps 3 compagnies de CRS, 150 officiers de police judiciaire pour faire une perquisition simultanée dans toutes les maisons de Guermantes, et je crois qu'il y en a environ 500. On a fait vider tout le centre d'ordures ménagères pour voir si dans les poubelles n'avait pas été jeté son écharpe, son cartable, je sais pas quoi. On a interrogé tous les satellites qui étaient susceptibles de survoler la France et notamment cette zone de Seine-et-Marne à ce moment-là. Hélas, il n'y en avait pas. On a utilisé des moyens, si vous voulez, je crois assez exceptionnels. Alors évidemment, ça n'a rien donné. Un seul témoignage digne d'intérêt ressort de cette vaste enquête de voisinage. Celui d'un habitant de Guermantes qui dit avoir vu une petite voiture grise démarrer en trombe. L'heure et le lieu correspondent très exactement au secteur où l'on a perdu la trace de la fillette. Là, je vous dis, je crois le seul truc un peu concret qui est, c'est ce témoignage de ce chef d'entreprise qui dit avoir vu cette petite voiture grise partir à toute vitesse. Ce qui lui a paru extrêmement étonnant puisque les rues étaient enneigées. Il s'est dit, ce type-là va avoir un accident. Il a même pensé lui-même prendre sa voiture pour la suivre, pour essayer de le stopper dans cette course folle. Mais il s'est dit, je peux pas, il y a de la neige partout, c'est pas possible. Il a vu cette voiture partir. Que faire de cet unique indice, peut-être providentiel? Exploiter une telle information est loin d'être évident. J'ai demandé à tous les services de police de France et de Navarre d'interpeller les conducteurs de petites voitures grises. Bon, alors il y a eu des interpellations de fait, mais c'est tellement vague, tellement flou que des petites voitures grises, vous regardez dans la rue, en 10 minutes, vous en voyez une bonne vingtaine. Autre rebondissement, un appel téléphonique émanant d'un mystérieux corbeau domicilié dans le Vaucluse. L'homme a appelé et laissé 2 messages, l'un à l'école, l'autre chez la mère d'Estelle. C'était une voix d'homme qui disait, et ça avait l'air pathétique, ça avait l'air sincère, il y avait un accent de sincérité dans ces appels téléphoniques qui était assez terrible. On voulait pas, c'est mon copain, etc. Mais on va la rendre, on la remet dans le train. On a pu localiser la provenance de cet appel dans le sud de la France, et on a fait surveiller tous les trains qui faisaient, c'était Avignon, je crois, Avignon-Paris, on a fouillé tous les trains, et finalement on a identifié l'origine, l'auteur de cet appel. C'était un malade, je ne peux pas appeler ça autrement, c'est un malade et il n'est jamais allé à Guermantes. Il avait juste appris cette affaire par la presse, par la télévision, et ça lui a coûté assez cher, je crois, il a été condamné assez lourdement. D'autres suspects seront interpellés durant ce premier mois d'enquête. Plusieurs mises en garde à vue, parce qu'à chaque fois qu'on a un renseignement qui paraît crédible, on travaille dessus et on interpelle les gens qui nous paraissent susceptibles d'avoir enlevé Estelle. À chaque fois, ça tombe à l'eau. Quand on lit les procès-verbaux, on a l'impression que les gens sont arrêtés, pas à la va-vite, mais il y a une espèce de... On se dit là, on tient le bon, quoi. Donc on l'embarque et puis on triera après. Dans le petit village, la mobilisation s'organise autour d'Éric Mouzin, qui a commencé à prendre les choses en main, soutenu par la population. Des avis de recherche avec la photo d'Estelle, son signalement, un appel à témoins renvoyant au commissariat de Lagny sont distribués très largement, relayés par des appels aux ravisseurs. Le message, il est dans 2 directions. La première, c'est la personne qui a pu l'enlever, qu'elle lui rende sa liberté au plus vite. Et après, les choses se feront. La deuxième, c'est que les personnes qui ont pu voir ou qui sont dans l'environnement fassent très attention à tout ce qui peut être anormal.
Ce père ne laisse personne indifférent. Il a la rage, et en force de persuasion et en rage, quoi. On sent vraiment, on sentait quelqu'un qui voulait tout donner et se battre à fond, et ça, les gens reçoivent ça. Une chaîne de solidarité se constitue autour d'Éric. 2 mois après la disparition de l'enfant, le 9 mars, Éric Mouzin et ceux qui le soutiennent profitent du Marathon de Paris pour lancer cet appel, écrit grâce à une chaîne humaine. Aidez-nous à retrouver Estelle. Ce n'est pas la seule opération médiatique réussie. L'impression et l'affichage géant de la photo d'Estelle partout en France vont donner à l'affaire un écho retentissant. J'ai jamais vu ça avant, hein. Ces grands panneaux partout d'Estelle. À grands moyens, grands effets. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, reçoit le père et la mère d'Estelle Mouzin et leur annonce la création d'une cellule spéciale chargée de l'enquête sur la disparition de leur fille. Pourtant, sur le terrain, ce sont les failles de l'enquête qui apparaissent de plus en plus nettement. Le juge d'instruction décide effectivement de passer au peigne fin tous les alentours de Guermantes, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Et malheureusement, je m'en suis rendu compte après, c'est qu'on ne peut aller que dans les parties, dans le domaine public. On ne peut pas aller dans le domaine privé. On a un truc saupoudré de petites pastilles, mais on n'a pas tout vérifié. C'est encore bien plus tard que le juge redemandera au service de l'ADDE et d'exploitation des autoroutes de vérifier un espèce d'espace mal défini juridiquement, qui est tous les bas-côtés d'autoroutes, fossés de rétention et tout ça, qui sont à la fois du domaine public mais exploités par l'autoroute et qui n'ont pas été visités à fond. Les modalités d'intervention chez les habitants, les fouilles diligentées, c'est au final toute la méthode d'approche de cette enquête qui va être remise en question. Un sentiment se dégage, celui d'action menée au coup par coup, sans véritable concertation. Dans une enquête de ce type-là, il y a telle personne qui un jour n'était pas là, où on est passé 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais on n'est pas passé la 4e fois, et donc on n'a pas été le voir. Il y a tel endroit, tel puits, tel étang, tel endroit qu'on n'a pas fouillé. Et on est incapable aujourd'hui de dire ça on l'a fait, ça on l'a pas fait. Coup de théâtre cependant, mais qui intervient en juin 2003, soit 6 mois après le 9 janvier. Une piste sérieuse se présente enfin. Au 2e passage chez les habitants de Guermantes, il y a une petite fille qui dit « Mais vous avez oublié de parler de ce qui m'est arrivé le jeudi, alors de mémoire, 19 décembre 2002, où je vous avais dit, en parlant à ses parents, je vous avais dit qu'il y avait un gars avec une camionnette blanche qui m'avait demandé de monter avec lui. » Et donc là, on va se dire qu'il y a peut-être quelque chose à gratter. Et donc, un portrait robot est établi. La petite fille dessine une camionnette blanche sans signe distinctif et ensuite la reconnaît sur différentes photos. Pour le père, un autre détail troublant rend crédible ce témoignage de la petite camarade de classe de sa fille, qui dit avoir été abordée par cet homme l'année précédente. Cette petite fille, ça pourrait être le clone d'Estelle. Je pense qu'à 15 mètres de distance, le soir dans la rue, on est incapable de les distinguer. C'est la même taille, la même corpulence, la même coupe de cheveux, la même allure générale. Et elles étaient copines, donc je pense qu'à 15 mètres, on ne peut pas les reconnaître. Une camionnette blanche, un homme qui aurait circulé au volant d'un véhicule de ce type. Voici désormais ce que recherchent toutes les polices de France. Le portrait robot du ravisseur est placardé partout. Hélas, même muni de ce nouvel élément clé, l'enquête ne prendra pas un nouveau tour dans l'affaire Estelle. Pour les professionnels de ce type de dossier, c'est l'absence de recoupement qui fait cruellement défaut. On ne peut pas imaginer que celui ou ceux qui ont enlevé Estelle ce jour-là n'aient pas tenté de faire d'autres enlèvements, n'en aient pas fait postérieurement ou antérieurement, n'aient pas commis d'autres crimes. On n'enlève pas une jeune fille comme ça une seule fois dans un parcours criminel. Et c'est sûrement là que se trouve l'explication. C'est pour ça que nous avons demandé aussi que le dossier soit repris à zéro, qu'on réinterroge les enfants qui avaient subi ces tentatives d'enlèvement.
Il n'y a pas qu'Estelle Mouzin qui a disparu en France et que l'on n'a jamais retrouvée. Souvenons-nous aussi de Marion Wagon, cette autre fillette qui s'était envolée à Agen un jour de 96. Estelle, Marion, que faire? Où rechercher ces gosses? Ces nombreux enfants, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, pour lesquels rien de ce qui aurait dû être fait ne l'a été. Marion, Estelle, la comparaison vient immédiatement à l'esprit entre ces deux affaires, entre ces deux visages. C'est vraiment ressemblant avec l'affaire de la disparition de la petite Marion. Marion avait 10 ans, elle a disparu à la sortie de son école. Elle a disparu entre midi et midi et demi. Estelle a disparu aussi à la sortie de son école. Ce sont deux petites filles qui ont disparu sans laisser de traces, qu'on a cherchées partout. Ce sont deux histoires qui ont été médiatisées. Ce sont aussi des parents qui ont créé des associations et qui se battent aussi un peu dans le même sens, quoi. L'association Estelle a pris modèle sur l'extraordinaire campagne d'affichage orchestrée en France après la disparition de la petite Marion. Autrefois, un enfant disparaissait, on mettait la photo dans les commissariats, dans les gendarmeries. Or, dans les commissariats, les gendarmeries, on n'y va pas tous les jours. Et c'est comme ça qu'on a pu distribuer 15 millions d'affiches pour Marion, dont 10 millions de packs de lait. Ces deux prénoms, ces deux portraits encore placardés partout, même des années après, tous les Français les gardent en mémoire. Pourquoi? C'est des gosses ordinaires, bien dans leur peau, avec un beau sourire, avec des yeux pleins de confiance. On n'a rien trouvé. Pas une chaussette, pas une écharpe, pas un mouchoir appartenant à ces deux petites filles. Et 12 ans après, nous en sommes au même point de départ, c'est-à-dire qu'on ne sait rien. Malgré l'absence de résultats dans ces deux enquêtes, ces combats menés par l'association La Mouette après la disparition de Marion Wagon et relayés depuis par l'association Estelle Mouzin ont au moins permis la mise en place en France, à l'été 2007, du dispositif Alerte Enlèvement. Je suis persuadée que si nous avions eu déjà ce système avant, lorsque Marion a disparu, que très vite on appelle comme ça la vigilance, je suis persuadée qu'on aurait peut-être eu des témoignages aussi bien pour Marion que pour Estelle. Bien d'autres disparitions toujours inexpliquées ont pâti de l'absence de mobilisation immédiate dans les minutes et les heures qui suivent un éventuel rapt d'enfants. Parce que si on remonte sur les 20 dernières années, on a les disparus de Lyon, on a les meurtres non résolus en Saône-et-Loire, on a des meurtres aussi, disparitions non résolues en Isère. Beaucoup d'enfants sont victimes, je dirais, de meurtres étranges et non résolus. Ce 2 mars 2009 au matin, Annie Gourgue de La Mouette et Anne Chanet de l'association Estelle Mouzin sont venues à la conférence de Rachida Dati qui reçoit les familles des victimes en grande pompe à la Chancellerie. Depuis mon arrivée au ministère, j'ai souhaité que la justice soit plus attentive aux victimes. La justice doit sanctionner les auteurs, elle doit également protéger ceux dont les droits ont été violés. Pendant trop longtemps, les victimes étaient les grandes oubliées de la procédure judiciaire. On s'intéressait à l'auteur de l'infraction, à sa vie, à sa personnalité, à sa santé, et on s'intéressait beaucoup moins... Bref, après un long discours vantant les mérites de sa réforme, la garde des Sceaux écoute quelques questions, dont celle d'Annie Gourgue, qui réclame un engagement sur la date de mise en place d'un numéro d'appel gratuit en cas de disparition d'enfants, le 116 000, numéro que bien d'autres pays européens ont adopté, mais toujours pas la France. Toute dernière question, plus embarrassante encore pour la ministre, celle posée par la représentante de l'association Estelle Mouzin. Combien de disparitions inexpliquées, tel le cas d'Estelle Mouzin, sont à déplorer en France? Donc le nombre d'enfants qui disparaissent par an. Rachida Dati a beau interroger ses collaborateurs, aucun chiffre. Une gêne palpable s'installe. Je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais à la fois parce que c'est lié au fait qu'on retrouve, qu'on ne retrouve pas, et de la nature des affaires. On ne peut pas dire tous les ans on attend disparition d'enfants parce qu'on les retrouve ou on ne les retrouve pas, mais à la fois les affaires ne sont pas classées. Mais la nature de la disparition varie d'une affaire à l'autre. En 2001, j'avais demandé à un parlementaire de poser la même question
à la garde des Sceaux, qui était à l'époque Madame Lebranchu, qui a été dans le même embarras, où elle disait en substance « Je ne peux pas vous donner de chiffres parce que c'est impossible ». La ministre de la Justice tente une session de rattrapage, encore plus incompréhensible. Je ne sais pas si le président au départ, on n'est pas disparition inquiétante. Ça part toujours par une disparition inquiétante. Ensuite, on est retrouvé, ça peut être un conflit familial. La France est un pays qui regorge de statistiques, où on sait par exemple combien de saumons remonte la Loire chaque année, mais à 100 près, on ne sait pas combien d'enfants disparaissent. La France vit encore sous un découpage judiciaire qui date de Napoléon. Chaque juge d'instruction est maître dans sa juridiction, et pour avoir une vue d'ensemble, je dirais, sur toutes ces disparitions, il n'y en a pas. Il n'y a pas la culture de la recherche, du recoupement des informations. Très souvent, ce sont des journalistes ou ce sont des associations qui font le travail. C'est cette absence de recoupement des dossiers qui entraîne systématiquement les enquêteurs, en cas de disparition d'enfants, vers la recherche locale d'un auteur, d'un coupable, d'un pervers isolé. Pourtant, c'est en direction des criminels en série et des autres meurtres ou disparitions d'enfants qu'il faudrait d'emblée orienter les recherches. On est toujours un petit peu dans l'idée qu'un criminel, quand il commet un crime, il le commet dans son département, dans son pays. Enfin, le TGV, ça existe, hein. Le Thalys, ça existe. La preuve par Michel Fourniret, qui commet ses crimes en Belgique et en France, mais auquel la police française n'avait jamais cherché à imputer les disparitions inexpliquées de Maniana Tongpong et de Céline Toubon dans les Ardennes, et dont il avouera pourtant les meurtres 2 ans plus tard, lors de son procès. Dans l'affaire Estelle Mouzin, tout un faisceau d'indices ramène au parcours de ce criminel et à ses modes opératoires. On sait que le profil d'Estelle correspond exactement, malheureusement, au profil des victimes que recherchait Michel Fourniret, des jeunes filles menues, blondes, aux cheveux longs. On sait qu'il a menti pour 2 autres cas où il a contesté avoir été l'auteur, et qu'en déclarant « je ne suis pas l'auteur de ces 2 crimes pour lesquels il a été reconnu coupable par la cour d'assises des Ardennes », il déclare « je ne suis pas non plus coupable du crime d'Estelle Mouzin ». Donc il mélange des affaires pour lesquelles il a été reconnu coupable et l'affaire d'Estelle. Même son itinéraire est sujet à caution. Le secteur de la disparition d'Estelle est situé sur une route qu'il emprunte fréquemment à cette époque. On sait qu'il a résidé non loin de Guermantes, dans la petite commune de Gournay, à quelques dizaines de kilomètres de là. C'est un secteur qu'il parcourt régulièrement, parce que c'est la route naturelle pour venir de Charleville-Mézières à Gournay. On passe par l'autoroute A4. C'est vrai aussi que le véhicule suspect désigné par quelques témoins, c'est un fourgon. On sait que Michel Fourniret circulait et enlevait ses victimes dans des fourgons. Curieuse coïncidence, elle aussi, cette copie d'une émission consacrée à la disparition d'Estelle Mouzin, retrouvée sur l'ordinateur personnel de Michel Fourniret lors de son arrestation. Un Michel Fourniret qui déclarera avoir des choses à raconter sur Estelle Mouzin et qui ira même jusqu'à adresser une lettre à son père. C'est une lettre incompréhensible. Moi, je perçois là-dedans la manipulation et la méchanceté. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais lui, non. C'est je veux te rencontrer, je vais t'apprendre un petit peu, je vais te dire des tas d'horreurs, mais je te dirai peut-être quelque chose, quoi. Bon. Et en fin de compte, il a été décidé que ça ne présentait pas d'intérêt, et donc je n'ai pas rencontré Michel Fourniret. Donc il n'y est pas allé. Il ne s'est pas laissé manipuler. Dans cette affaire, Michel Fourniret avance un alibi. Il ne pouvait pas être à Guermantes ce 9 janvier 2003 puisqu'il a passé ce soir-là un coup de fil à son fils depuis son domicile. L'appel figure effectivement sur le relevé de sa ligne téléphonique. Mais cet appel ne peut-il pas avoir été passé par sa complice ? Son fils n'était pas là ce soir-là. Sa belle-fille dit moi, je ne me rappelle absolument pas avoir reçu un coup de téléphone de Michel Fourniret. D'ailleurs, il ne nous a pas appelés pendant des années. Monique Olivier qui dit à l'heure où l'appel a été passé, je travaillais, donc ça ne peut pas être moi qui l'ai passé, ne travaillait pas ce jour-là, contrairement à ses affirmations. Donc ce coup de téléphone ne prouve en soi rien du tout. Mais il reste surtout le nombre de crimes d'enfants qu'a avoué le pédocriminel. Il a dit lui-même
dans un interrogatoire que c'était en moyenne 2 par an. On a pu lui imputer 7 crimes, très clairement. Il en manque au moins une dizaine dans son parcours criminel. Pourquoi s'arrête-t-on de chercher ? Les Belges ne se sont pas résolus à arrêter là leur recherche concernant les possibles autres victimes de Michel Fourniret. La justice française, elle, a pour sa part mis le dossier en sommeil. Tous les professionnels réclament pourtant l'élaboration d'une cellule spéciale, continuant à travailler sur ce cas, avec des enquêteurs véritablement formés pour interroger Fourniret et lui faire avouer la liste de tous ces crimes encore inconnus. De temps en temps, il y a un policier qui va interroger Michel Fourniret, mais vous imaginez avec un pervers de ce type, si on ne connaît pas tout son parcours, si on ne connaît pas toutes ses ficelles, tous ses moyens de réponse, on n'obtiendra rien. Alors comment, sur la foi d'un simple alibi, d'un coup de téléphone passé le 9 janvier depuis son domicile, a-t-on pu écarter toute responsabilité de Michel Fourniret dans le dossier Estelle Mouzin? Guermantes figure sur son trajet à cette époque. Son utilitaire blanc est celui de l'homme que l'on recherche. La petite fille correspond très précisément au type physique de toutes ses proies. Et il est lui-même tellement ambigu lorsqu'il aborde ce dossier. Recouper plus méthodiquement ce parcours criminel hors norme est une nécessité. Récapitulons. En France, on ne connaît pas le nombre exact d'enfants disparus. Jamais. On ne centralise ni ne recoupe les nombreux dossiers qui restent inexpliqués, comme ceux des disparus de Lyon, de Saône-et-Loire, d'Isère, etc. Et même lorsqu'on a affaire à un criminel en série de la trempe d'un Michel Fourniret, tous les efforts ne sont pas faits pour reprendre le dossier suffisamment en amont afin d'établir la liste définitive de tous les crimes qui pourraient lui être attribués. Dans le cas d'Estelle Mouzin, comme d'ailleurs pour la plupart des autres cas de disparition d'enfants, c'est encore et toujours un prédateur isolé qu'on recherche. Quant au réseau de pédocriminalité sur Internet, ces pistes ne sont jamais prises en considération. Or, pour les associations qui, elles, se donnent la peine de trouver les chiffres, ces réseaux existent bel et bien. Moi, je rappelle quand même que depuis fin 2002, 627 mineurs ont disparu, ne sont pas rentrés à la maison. Où sont-ils ? Est-ce que ce sont des enfants qui ont grandi et qui sont en errance? Sont-ils victimes d'un accident de la circulation? Sont-ils dans des circuits de prostitution enfantine? Et ça existe. Je veux dire, il ne faut pas le lier. Il ne faut pas se voiler la face. En France, on se voilerait la face non pas sur l'existence des sites pédophiles, mais sur le fait que les mafias à l'origine de ce business seraient à ce point organisées qu'elles iraient même, peut-être, jusqu'à commanditer certains rapts d'enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, le viol d'enfants et tous les produits dérivés, cassettes, enfin, etc., DVD, c'est tellement lucratif que c'est devenu une activité majeure dans tous les groupes criminels organisés, comme les mafias par exemple. C'est-à-dire qu'on est en face d'organisations de criminels qui, en soi, ne sont pas pédosexuels, ils n'ont pas d'attirance pour les enfants, ils font de l'enfant parce que ça rapporte, comme ils font du trafic d'armes ou d'autres choses, ou du trafic de drogue. L'avantage sur le trafic de drogue, c'est que la répression de la pédocriminalité est moindre, on risque beaucoup moins en faisant du trafic d'enfants qu'en faisant du trafic de drogue. Et l'avantage, contrairement à la drogue, c'est qu'un enfant, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Dénier à ces réseaux leur importance réelle est un travers français dont ce journaliste a souvent fait les frais lors de ses nombreuses enquêtes. Il déplore que dans 3 cas seulement, entre 95 et 98, des condamnations contre des auteurs qualifiés de réseaux aient été prononcées par les tribunaux français. Les réseaux Taureau Bravo, Ado 91 et Achille. Et curieusement depuis, plus aucun. Dans des affaires dans lesquelles vous trouvez 5, 10, 15 personnes qui sont impliquées dans des viols d'enfants, on vous explique que ce sont des prédateurs individuels qui se connaissent, mais surtout pas des réseaux. Dans la réalité, il y a le fait qu'Internet existe, qu'Internet est un réseau, qu'il met en réseau des individus seuls, mais aussi des groupes d'individus, et qu'il faut prendre tout ça en charge pour marquer des points dans cette lutte. Une lutte qui est à l'heure actuelle très loin d'être concluante, il faut bien le reconnaître. En atteste l'explosion de ce marché. Je vais vous donner un chiffre. Et ça, nous le savons bien évidemment par Interpol.
Les pornocrates ont fait un bénéfice en 2006 de 21 milliards de dollars. Cette manne transitant sur le net, c'est le bénéfice estimé du total des téléchargements de fichiers pornographiques et pédopornographiques. Estelle a-t-elle été victime d'un pervers isolé, d'un serial killer jamais arrêté? De Michel Fourniret? A-t-elle été victime de ces réseaux de producteurs d'images pédopornographiques capables, peut-être, de susciter des enlèvements d'enfants pour alimenter ce marché extrêmement lucratif? Faut-il se contenter de poursuivre les recherches uniquement dans le monde réel? Ou ne faut-il pas plutôt commencer par passer au crible cet espace virtuel, ce réseau mondial d'Internet? Qui dit qu'il ne fourmille pas d'éléments d'information dans le cas de certaines disparitions d'enfants inexpliquées à ce jour? À Budapest s'est tenue du 11 au 14 mars 2009 l'Assemblée générale de Missing Children Europe, une ONG dont les membres n'hésitent pas à faire le lien entre les disparitions d'enfants et la mise en ligne de ces fichiers pédophiles, un phénomène en plein essor sur la toile. Ce regroupement d'associations européennes combat sur tous les fronts. Premier axe, l'élargissement à l'échelon européen des dispositifs du type alerte enlèvement. Regardons par exemple le cas de Madeleine McCann qui est disparue au Portugal. On n'a pas immédiatement pensé que c'était un rapt. Les investigations ont commencé au niveau local alors qu'on était tout près de l'Espagne et que l'enfant très vite aurait pu passer en Espagne, qu'on était à la côte, qu'aussi l'enfant aurait pu aller au Maroc, au nord d'Afrique. Il est vraiment souhaitable que dans un cas pareil, où il y a un enlèvement, une disparition qui est très proche d'une frontière, on puisse immédiatement avertir le pays voisin pour que l'alerte soit également lancée dans le pays voisin. Le secrétaire général belge de Missing Children Europe avance l'exemple du petit Ennis, enlevé à Roubaix le 15 août 2007. Souvenez-vous. J'étais à l'époque en vacances en Bretagne, 800 km de Roubaix. J'étais continuellement au courant. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Cheveux courts et noirs. J'aurais été dans ma ville natale à Courtrai, qui est séparée de 10 à 15 km de Roubaix, mais où il n'y a plus de contrôle aux frontières, puisque les deux pays font partie de la zone Schengen et où l'on peut se déplacer en 15 minutes de temps, l'on va de Roubaix à Courtrai. En tant que membre du public, je n'aurais pas été, on n'aurait pas fait appel à moi en tant que membre du public de la même manière qu'on l'aurait fait à 15 km de là en France. Au-delà de la nécessité de cet élargissement des dispositifs d'alerte enlèvement au sein de l'espace Schengen, ces associations se mobilisent pour lutter ensemble efficacement contre la pédocriminalité sur le net. L'une des dimensions les plus choquantes de ce commerce, pourtant partout ou presque qualifié d'illégal, c'est que ces transactions puissent s'effectuer quasiment au grand jour. Comment est-il possible qu'avec une carte de crédit, on ne puisse pas acheter 3 kilos de cocaïne et que l'on puisse acheter un enfant ou un DVD sur lequel il y a des viols d'enfants, ce qui est pareil, qu'on ne vienne pas me dire que c'est virtuel. Derrière chaque image virtuelle, il y a un enfant réel. Pour mettre fin à ce paradoxe, une coalition financière vient d'être élaborée et tous les organismes de paiement par carte bancaire y ont adhéré. C'est un pas de géant qui est franchi dans la lutte contre ce commerce. Les cartes de crédit ne vont plus financer ces activités parce que les sociétés vont bloquer les paiements pour ces sites. Comme ça, on peut même empêcher ce qui est vraiment une activité financière de la part de ceux qui exploitent ces sites Internet. Ces sites dont les contenus regorgent de matériel et dont les bénéfices explosent devraient donc être rapidement, sérieusement mis à mal. Pour chaque pédophile qui est arrêté, en général, on trouve chez lui environ 400 à 500 000 photos d'enfants. Et donc, c'est un commerce qui est extrêmement profitable et on essaie justement, et qui est sans risque. Et on essaie justement que ce commerce soit non plus profitable, mais aussi risqué, et que donc il s'arrête et que ces gens qui en profitent vont faire un commerce avec une autre marchandise que les enfants. Rendre plus efficaces les coopérations judiciaires et policières permettant les arrestations partout en Europe de cybercriminels, tel est aussi l'objectif de cette fédération. Les progrès sont là. L'Espagne et l'Autriche ont ainsi récemment réussi des gros coups de filet internationaux. Quant à Interpol, son opération Vico a fait le tour du monde fin 2007.
Après défloutage, l'identification du visage d'un Canadien avait été possible, permettant ensuite son arrestation en Thaïlande, là où il venait commettre ses viols. Mais il faudrait aller plus loin et travailler sur cette terrifiante bibliothèque d'images d'enfants dont on dispose maintenant. Interpol a un logiciel où il y a 650 000 photos. C'est un logiciel mondial. 700 enfants seulement dans le monde ont été identifiés, dont 43 en France. Qui sont les autres? Jusqu'à présent, c'était principalement les producteurs et les consommateurs qui étaient visés. Cibler l'identification des enfants constituerait un nouveau cap dans cette lutte. Cela pour parvenir à mettre un nom sur tous les visages, et notamment sur celui de cette jeune fille, qui, si elle n'est pas Estelle Mouzin, n'en demeure pas moins une enfant victime. Et Estelle, me direz-vous, pourrait-on la retrouver en épluchant tous ces visages d'enfants archivés sur le net? Personne n'a encore véritablement travaillé dans cette voie. Pendant ce temps-là, c'est ici à Guermantes que l'on se rassemble et que la mobilisation se poursuit année après année, tous les 9 janvier depuis 2003, derrière Éric Mouzin, avec évidemment tous les bénévoles de l'association Estelle, et puis la population qui reste solidaire et plein de gens qui viennent de toute la France. Et aussi, Éric, tes autres enfants, Arthur et Lucie. Qui sont de toutes les marches, oui. Qui sont là aussi, qui n'oublient pas. Une mobilisation dont il faut coûte que coûte qu'elle ne retombe pas, car continuer à parler d'Estelle et au-delà d'elle, du cas de tous les autres enfants qui ont disparu, c'est se donner face au pouvoir public en France plus de chances d'être entendu. Et les médias jouent pour cela un rôle crucial. On a envie que l'affaire reste au cœur de l'actualité et dans le même temps, on craint aussi que des informations trop vite données empêchent cette vérité d'émerger, d'aboutir. La presse se nourrit des images de ces marches organisées chaque 9 janvier, sur le dernier trajet emprunté par Estelle. Des marches ponctuées par le triste refrain de la chanson que cette disparition a inspiré à Charlélie Couture. Avec le sourire figé d'une fillette. Jamais rien paru, Estelle a disparu. Un Charlélie Couture qui s'est spontanément invité comme parrain de cette cause. Je crois que Estelle est encore vivante et que c'est possible de la retrouver. Autre rendez-vous médiatique, celui de la Journée internationale des enfants disparus chaque 25 mai. Une journée qui réunit toutes les familles pour un rituel lâcher de ballons sur le Champ de Mars. Le nom et le visage d'Estelle Mouzin sont devenus l'emblème de cette cause, à l'échelle nationale. Mais d'une médiatisation contrôlée à une surmédiatisation et à ses excès, maintenir l'équilibre n'est pas évident. Dans l'affaire Estelle, cette pression médiatique n'a fait que s'accélérer d'année en année, pour les besoins des uns et des autres, ceux de la police parfois. C'est aussi un moyen de faire savoir qu'on n'est pas inactif, qu'on fait un tas de choses, qu'il se passe un tas de choses. Bon, mais ça peut aussi polluer une enquête. Les rapports entre la police, la justice, la presse, il faut que ça soit très maîtrisé. Cette maîtrise, on ne peut pas dire qu'elle ait été au rendez-vous le 31 janvier 2008, lorsqu'un rebondissement particulièrement spectaculaire survient soudain dans l'affaire Estelle. Nous sommes à Brie-contre-Robert, à 25 km de Guermantes, et très tôt ce matin-là, c'est le branle-bas de combat. Des tractopelles ont été réquisitionnés par la police pour détruire la dalle de béton de ce restaurant chinois, le Royal Wok, buffet à volonté. Ces grands moyens ont été réquisitionnés par le procureur de Meaux, chargé de l'instruction. Mais sur la base de quelle information? L'affaire Mouzin a été relancée d'une manière inattendue quand un journaliste indépendant a livré spontanément, dit-il, des renseignements qu'il aurait recueillis en enquêtant sur le milieu chinois à Paris. Et sur la foi d'un renseignement qui aurait pu être bon, la justice a pris le risque effectivement de casser un restaurant, de faire rentrer une excavatrice, un marteau-pilon à l'intérieur pour casser cette dalle et tenter de retrouver éventuellement des ossements ayant pu appartenir à la petite Estelle. Les enquêteurs espèrent donc retrouver ici les traces d'un corps d'enfant. Des ouvriers employés clandestinement sur ce chantier un an auparavant
aurait en effet révélé aux journalistes à l'origine du scoop avoir découvert, à cette occasion, des os d'enfants. Des ossements qu'ils auraient eu l'ordre de réenfouir très vite ensuite. Mise en place devant une armée de caméras, l'opération du Royal Walk voit le gérant et ses employés interpellés tandis que la salle du restaurant est démolie à la recherche d'indices, d'éventuels restes humains, voire de traces ADN. Après l'annonce de la nouvelle, la difficile pression des journalistes se poursuit encore sur les proches. Et tous les journalistes qui appellent, alors est-ce que c'est elle, est-ce qu'on l'a retrouvée, alors où on en est, c'est très très dur à vivre pour les parents. Le sous-sol du Royal Walk de Brie-Contrebert ne contenait pourtant pas le moindre élément ramenant à l'affaire Estelle. Circuler, il n'y a rien à voir. Tel sera le message adressé, dès le lendemain ou presque, par les enquêteurs de la PJ de Versailles, diligentés à grands frais sur cette piste. Les ossements exhumés par les tractopelles n'étaient en réalité pas du tout des ossements humains. Après expertise, il s'agissait d'os de chiens et d'animaux, notamment de moutons. Mais est-ce qu'on pouvait faire l'économie de cette piste dans ce dossier qui était jusqu'à présent lettre morte? Comment est-ce qu'on aurait pu supporter de ne rien faire? Non, il vaut mieux faire ce qui a été fait que de dire on attend, on va enquêter pendant des mois, des années. Non, ça ne veut rien dire. Non, enfin, à mon avis, dans ce genre de situation, il faut faire. Il vaut mieux faire que pas faire. On ne peut pas se permettre l'attentisme ou le laisser. C'est pas possible, c'est pas possible. Une fois de plus, c'est une déception. Et pourtant, médiatiquement, ça a fait énormément de bruit, cette histoire. Tous les ingrédients étaient réunis pour que ça fasse un beau sujet, en fait. Le journaliste au courant, qui donne ses sources, le restaurateur chinois qui était peut-être pas toujours en règle avec tous les permis de travail de ses salariés. Enfin, tous les ingrédients étaient réunis pour faire une opération médiatique. Il y a beaucoup de pistes dont on ne parle pas, mais celles qui font les premières des journaux télévisés, c'est en général autour du 9 janvier et autour du 25 mai. De fait, l'opération spectaculaire du Royal Walk est tombée à point nommé en cette date anniversaire de janvier 2008. Et c'est exactement un an après, à la même date, que l'affaire du site estonien sort elle aussi. Un détail troublant, cette date, peut-être l'expression d'une volonté policière de faire passer le message que l'enquête continue, en se servant pour cela des journalistes. Face à ces effets d'annonce, Éric Mouzin combat et garde la tête froide. De toute façon, au bout de l'enquête, on sait ce qu'il y a, quoi. Il y a un enfant qui a été assassiné, en gros. Après, il y aura les détails, mais... Pour toi, il n'y a aucune chance qu'elle soit encore en vie? Statistiquement, la durée de vie d'un enfant enlevé, c'est quelques heures, quelques jours, donc c'est pas quelques années. Cette issue fatale, tous s'y préparent. Aux premières manifestations demandant de l'aide pour retrouver Estelle ont succédé à un tout autre type de rassemblement. Le moment le plus fort, ça a été quand on a planté l'arbre. Il y avait en même temps l'arbre qui bourgeonne, qui fleurit tous les ans, enfin il y avait une symbolique extraordinaire. Mais en même temps, on a tous jeté une poignée de terre autour de cet arbre et symboliquement, ça voulait dire tout à fait autre chose, quoi. À ce père blessé qui tente de survivre à l'absence de sa fille, les enquêteurs espèrent un jour être en mesure de lui offrir la vérité. Les affaires élucidées, c'est 80%. Il y en a 8 sur 10. On résout à peu près actuellement 8 affaires criminelles sur 10. C'est les 2 qui restent qui sont les pires. Qui sont pour nous les plus marquantes, celles qu'on a résolues. Quand on a trouvé la solution, on passe à une autre. Et les 2 qui restent, on ne les oublie jamais. Jamais. Vivre avec une enquête irrésolue de cette nature est aussi bien sûr le cauchemar des policiers. Parce que c'est complètement odieux. C'est le contraire même de la vie. C'est le contraire même de toute une société qui doit protéger ses enfants. Enfin, on l'a complètement ressenti, ça, en enquêtant. Enfin, ouais. Parce qu'on est là aussi pour protéger les enfants. Ouais. Le combat d'Éric Mouzin prend dès lors un autre sens. C'est un homme solide qui mène le combat, qui est le combat de sa vie aussi,
celui pour sa fille, mais celui aussi pour les autres enfants disparus ou assassinés, qui veut faire du cas d'Estelle, qui est devenu un cas national, une sorte d'emblème pour faire avancer les choses. Tout le monde est bien d'accord sur la nécessité de faire avancer les choses. Mais comment? Par un changement d'approche dans ces dossiers. Pour résumer la situation sur les problèmes de disparition d'enfants, je crois que le terme le plus approprié et le plus fort, c'est le bricolage. Même si on a l'impression d'une structure, de moyens d'enquête et tout, mais derrière, c'est le bricolage. Bricolage de fichiers, bricolage de structures, absence de connaissance du milieu, absence de mise en commun des informations. On laisse les juges se débrouiller avec des dossiers qui n'ont pas le temps de traiter parce qu'ils sont trop compliqués. Mais la société veut donner l'impression qu'elle est bien sûr déterminée à lutter contre ces criminels. C'est pas très encourageant. Si, c'est encourageant parce que ça montre que le combat a du sens. Commencez par connaître le nombre exact d'enfants disparus. Recouper les dossiers, les comparer, élargir le spectre des enquêtes policières, des instructions locales conduites par des juges d'instruction, créer un pool spécialisé, chargé des dossiers d'enfants disparus, capable de traquer sur la toile les sites et les réseaux de pédocriminalité pour se donner tous les moyens d'identifier et de retrouver des enfants. Tels sont à l'heure actuelle les leitmotifs que ne cesse de marteler l'association Estelle.